Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'est un grand peintre français du XXe siècle que Franck Ferrand nous invite à redécouvrir cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Carole, bonjour à tous. Georges Mathieu a littéralement marqué la deuxième moitié du dernier siècle. Je suis heureux de pouvoir évoquer son œuvre et sa personnalité cet après-midi en compagnie de deux invités. Notre spécialiste de la peinture Serge Le Guin. Évidemment, on n'aurait même pas imaginé autrement. Et puis le galeriste Franck Prazan qui connaît comme personne les grands peintres des années 60-70. Il s'apprête d'ailleurs à exposer très bientôt, il nous l'expliquera, une toile majeure de Georges Mathieu. Et puis tout à l'heure, pour finir l'émission, je reviendrai aux origines de l'expression se mettre sur son 31, expression parfaitement adaptée à notre personnage. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. « 26 mars 1963. Cela fait 2 ans que le musée, moins de 2 ans d'ailleurs, que le musée d'art moderne de la ville de Paris s'est installé dans l'aile orientale du très art déco Palais de Tokyo, qui est un souvenir de l'Expo universelle de 1937. En ce soir du printemps 63, au Palais de Tokyo, donc, se presse une véritable foule pour le vernissage de la première grande rétrospective consacrée à Georges Mathieu. 95 toiles, 27 aquarelles et dessins présentés au public. On peut parler d'un grand événement car il est assez rare, surtout à l'époque, qu'une rétrospective soit consacrée à un artiste vivant. Or, le peintre en question, Georges Mathieu, n'a que 42 ans en 1963. D'ailleurs, regardez-le, il est là, au milieu du public. On ne peut pas le manquer avec sa grande moustache. L'élégance du maître est connue. Ce soir-là, certains relèvent d'ailleurs que le manteau noir à carreaux rouges qu'il porte est plutôt discret comparé à certaines des tenues parfois extravagantes qu'il a pris l'habitude de porter en public. Cela n'empêche pas les plus parisiens des invités de murmurer. On est moqueur à Paris, vous savez, mais c'est un poisson-chat, dit-on. La veille du vernissage, Georges Mathieu a réalisé à l'intérieur même du musée et en 2h15, montre en main, une toile de 7 mètres sur 2, la Victoire de Denain, étrange et forte calligraphie blanche sur fond bronze, mêlée de graphie noire avec des éclats puissants de rouge, de jaune et de violet dont la matière saute littéralement au visage. La rétrospective était prévue jusqu'au 20 mai, mais elle va devoir être prolongée jusqu'au 9 juin 63 du fait de son immense succès. Mais oui, même si de nos jours sa gloire s'est un peu estompée, même si l'œuvre de Georges Mathieu connaît cette traversée du désert qui souvent dans les années qui suivent la disparition des grands artistes a tendance à s'installer, et lui est mort en 2012, dites-vous que dans les années qu'on a pris l'habitude d'appeler les 30 glorieuses, sa célébrité a été immense en France et dans le monde. Ses performances artistiques, et j'insiste sur ce mot, on va y venir tout à l'heure, ses performances consistaient souvent à peindre sur d'immenses toiles dans des lieux improbables en des temps records, ces compositions bien à lui reconnaissables entre toutes et qui forment un style. Le style, c'est celui de l'abstraction lyrique dont le secret tient en 5 mots. Le signe précède la signification. Ah, on va parler de sémiotique et de sémiologie, je le sens. Georges Victor Mathieu d'Escaudœuvre naît en 1921. C'est un Normand de la Normandie marine, de Boulogne-sur-Mer, dans une famille aristocratique de banquiers. D'ailleurs, je dis Normand, je me demande si on n'est pas déjà plutôt sur les côtes picardes, en l'occurrence. Il dira des années plus tard, on a toujours prétendu dans la famille de ma mère que nous descendions de Godefroy de Bouillon, lui aussi comte de Boulogne. Je ne saurais l'affirmer, mais j'ai hérité au moins de son père Eustache au Grenon, ce qui en langue romane signifie moustache. L'histoire ne dit pas si c'est grâce à ses moustaches qu'il séduisit Ide, l'admirable fille du duc de Bouillon qu'il épousa à Cambrai en décembre 1037. Cambrai fut le berceau de la famille de mon père, et plus exactement le petit village d'Escaudœuvre, qui veut dire en celtique château de l'Escaut, château hélas disparu. C'est là que le beau-père de Saint-Simon, le maréchal de Lorges, résidait pendant le siège de la ville. Entre parenthèses, Denain tout à l'heure, Saint-Simon maintenant, vous vous sentez poindre la tendresse de Mathieu pour le grand siècle. Après des études de droit et de philosophie, Georges obtient une licence d'anglais, il devient enseignant
et il a pour ami un prof de philo, également peintre de nature morte et peintre de paysage. Et c'est tout naturellement cet ami qui va l'amener vers la peinture et qui va l'amener tôt vers la peinture, à 21 ans. Sa première œuvre, une peinture à l'huile, est une vue d'un quartier de Londres, Oxford Street, de nuit. Il ne peint pas sur le motif, mais d'après une photo en noir et blanc. Donc déjà, transposition, encore un mot important pour aborder cette œuvre. C'est à partir de 1945 que Georges Mathieu se consacre exclusivement à la peinture, une peinture qui va se faire de plus en plus abstraite. Il vide des boîtes de peinture liquide sur les toiles en formant une sorte de langage, d'arabesque, de graphie, je vous le disais, de signes, tout simplement. En 1947, il expose pour la première fois au Salon des Réalités Nouvelles à Paris. Il invente là un nouveau mouvement. Dans l'ouvrage De la révolte à la Renaissance, au-delà du tachisme, voici ce qu'écrit Georges Mathieu, je le cite. C'est dans un esprit de refus catégorique d'accepter tout lien avec les théories et les formes néoplasticistes et constructivistes qui commençaient enfin à être connues et à ressurgir après plus de 25 ans de vie souterraine, rencontrant de la part des nouveaux venus de la critique un enthousiasme naïf, d'autant plus naïf que leur indifférence à ce qui se passait du vivant sous leur vivant sous leurs yeux était grande. C'est à cette époque, je reprends la phrase à ses débuts, c'est dans cet esprit de refus catégorique que, en 1947, j'entrepris de donner un nom à cette forme d'art que nous n'étions alors que quelques-uns à représenter en France, l'abstraction lyrique, et d'en organiser les premières manifestations de combat. Le mot est lâché. Avec des peintres américains qui à l'époque sont encore très méconnus en France, Jackson Pollock, Mark Rothko bien entendu, Mathieu organise des expositions collectives dans des galeries parisiennes. Il est le premier à monter en France des expos où l'on voit l'œuvre de peintres américains. Or, il commence à vendre et à 29 ans, sa première exposition personnelle est organisée dans une galerie parisienne, la galerie René Drouin. Parmi les premières personnalités qui remarquent le travail de Mathieu figure un certain André Malraux. Malraux qui parle de véhémence soufrée pour qualifier les œuvres de Mathieu. Plus tard, il dira de lui qu'il est le calligraphe de l'Occident. On ne dira jamais mieux. Georges Mathieu écrit dans Désormais seul en face de Dieu, on est là en 1998, de toutes les personnes que j'ai eu le privilège de connaître au cours de ma vie et parmi les plus hautes autorités dans les domaines de l'histoire, de la médecine, de la religion, de la littérature, de la philosophie, des sciences ou des mathématiques, c'est Régine Pernoud et André Malraux qui m'ont le plus étonné par l'immensité de leur savoir et leur incommensurable curiosité, ainsi que leur quête de l'absolu. Même si le style évolue, il expérimente la technique du tachisme, des taches de peinture sur la toile, Georges Mathieu est en train de se faire un nom, sa réputation est en train de dépasser les frontières françaises. La première expo particulière de Mathieu est organisée à New York en 1952. L'Art Institute de Chicago, le musée Guggenheim de New York vont acheter certaines de ses œuvres, il devient célèbre. Le magazine Life veut faire un reportage sur lui et pour cela, l'artiste choisit le parc du château de Jean Larcade, le directeur de la galerie Rive Droite, un des pionniers français en matière d'art contemporain à Saint-Germain-en-Laye. Il va peindre là les Capétiens partout. 1h20, parce que ça compte de savoir en combien de temps est réalisé ce qui est une performance. À l'instar de ce décor, Mathieu désormais va de plus en plus réaliser des performances ailleurs que dans son atelier. Il crée l'événement. N'oubliez pas l'époque à laquelle tout ça se situe. On fait des événements. On va s'approcher de l'action painting, on en parlera tout à l'heure. C'est un des précurseurs du happening. Mathieu, son intérêt, sa volonté, sa façon d'être, c'est de surprendre.
extrait de Pavane pour une infante défunte de Ravel sur Europe 1. Surtout, restez bien avec nous. La suite du parcours du peintre Georges Mathieu, raconté par Franck Ferrand, c'est dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck, vous nous racontez la vie de l'artiste Georges Mathieu, le peintre. En 1947, il crée un mouvement, l'abstraction lyrique. Mais alors, quel courant domine dans la peinture française juste après la Seconde Guerre mondiale? Alors, après le conflit, on est en plein renouveau, bien sûr. Il y a toujours les courants d'avant-guerre, le surréalisme, l'abstraction, etc., qui subsistent. Mais il y a de nouveaux mouvements. On pense à l'art brut, par exemple. C'est le terme est de Jean Dubuffet quand on dit l'art brut pour désigner l'art des fous et des marginaux, de ceux qui ne font pas partie du monde de l'art et qui créent des œuvres spontanées, inventives. En tout cas, si l'on en croit celui qui va concevoir l'art en question. Il y a également le mouvement Cobra, on appelle aussi international les artistes expérimentaux, en réaction à la querelle entre abstraction et figuration. Ce mouvement Cobra va essayer de s'imposer. Il ne va pas durer très longtemps, c'est de 48 à 51. Alors, à partir du milieu des années 50, Georges Mathieu enchaîne les performances. En mai 56, une nuit de la poésie est organisée à Paris, place du Châtelet, au théâtre Sarah Bernard. Et sur la scène, devant 2000 personnes, Georges Mathieu va réaliser en moins d'une demi-heure une œuvre sur une toile qui fait 4 mètres de haut sur 12 de long. Il dispose pour cela de 800 tubes de couleurs, de pinceaux de différentes longueurs, d'une échelle roulante qui lui permet de se déplacer rapidement, de peindre à une hauteur moyenne de 3 mètres du sol. Nous allons voir dans un instant avec Franck Prazan à quel point certaines des performances de Mathieu pouvaient se comparer quasiment à une chorégraphie d'une certaine manière. Il y a une mise en scène du geste. L'année suivante, à Tokyo, il réalise 5 toiles la première journée et 15 la deuxième journée. Le troisième jour, 1 heure avant le vernissage de ce qui doit être l'exposition de tout ce qu'il a fait, il réalise en kimono dans la vitrine d'un grand magasin une fresque qui va faire 15 mètres, je dis bien 15 mètres de long. Dans une interview en 2002, Georges Mathieu nous dit « Cela a été un triomphe total. J'ai fait 13 émissions de télévision. Chaque fois que je sortais dans la rue, on me demandait des autographes. Le premier jour, j'ai peint 21 toiles, dont une de 15 mètres. Ils ont été étonnés que je peigne directement avec les tubes. Ils ont été étonnés de ma rapidité. » Vous voyez, toujours cette... Il n'y avait pas de lieu plus prédisposé, plus prédestiné que le Japon pour justement préparer le geste et l'accomplir en public. C'est la quintessence même de la civilisation japonaise. Alors, il va peindre également à Osaka, sur le toit d'un immeuble, etc. Les vernissages de Mathieu sont également l'occasion de surprendre. Je ne perds pas le fil de ce récit. Surprendre. Lorsqu'il présente le couronnement de Charlemagne, peint sur fond d'or, et d'autres œuvres sur le thème des Carolingiens, Georges Mathieu se déguise en Charlemagne. Il est paré de tous les insignes impériaux, robe de cour violette ornée de passementerie argent. Il s'assied sur un trône, et le trône en question, c'est la réplique de celui d'Aix-la-Chapelle, le fameux trône de l'empereur. Jean d'Ormesson, dans Le Point, en avril 1973, écrit « L'audace des vêtements, la somptuosité du décor, l'insolence peut-être timide des princes, le goût de la fête et d'une certaine provocation, ce qui frappe d'abord en Mathieu, c'est le dandysme. Dans son interminable voiture d'une série dépassée jusqu'à l'extrême élégance, dans ses tissus mauves et rouges, dans ses dorures monarchistes, Mathieu le plus souvent est en représentation. L'avez-vous vu bondir, le bras tendu, le visage peinturluré, avec de folles pirouettes au son d'une musique mi-exotique, mi-classique? Dans sa peinture comme dans sa vie, c'est un aristocrate du mouvement, de l'énergie, de l'arabesque et de la tension. Encore un mot très important. Néanmoins, les performances, qui sont toutes aussi spectaculaires les unes que les autres, ne sont pas toujours comprises par le public, et d'autant plus que Mathieu n'a pas sa langue dans sa poche lorsqu'il s'agit de répondre à ses détracteurs. Il ne cache pas être catholique, royaliste, bref, dans un monde artistique à l'époque très à gauche, il s'affiche clairement à droite. Il écrira des années plus tard « Certes, les imbéciles m'ont reproché depuis 30 ans de peindre en public et de me laisser photographier à cette occasion. La dernière notice écrite sur moi il y a 10 jours qualifie mon lyrisme d'ostentatoire. Comment donc peindre en public sans être taxé d'exhibitionnisme par les inspecteurs de musées? Lorsque la création picturale se fait en public au vu, au su de tous, révélant pour la première fois dans l'histoire ces mécanismes ou ces mystères les plus secrets, trahissant les angoisses, les hésitations, les faiblesses, les remords, les fautes même de l'artiste, qui jusqu'alors les vivait en cachette dans la solitude de son atelier,
Je prétends qu'il y a tout à gagner pour les critiques d'art, pour les inspecteurs de musées et pour tous les vrais amateurs. Vous comprenez le caractère incroyablement révolutionnaire d'une démarche comme celle-là. Georges Mathieu est sollicité dans le monde entier, toutes les capitales se l'arrachent. Là, on le voit en Californie, à New York, il peint 14 toiles en 3 heures dans les sous-sols de l'hôtel Ritz-Carlton, à Rio, Sao Paulo, Buenos Aires, Beyrouth, Jérusalem. Il peint en des temps records. À Düsseldorf, il exécute l'abduction de l'empereur Henri IV devant les membres de l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf. À Rio, il peint accompagné de danseurs afro-brésilien. C'est un véritable spectacle, je vous dis. Il laisse à chaque fois une œuvre de sa série Les Batailles. En Angleterre, il va par exemple réaliser évidemment la bataille d'Hastings. Au Liban, une œuvre intitulée Saint-Georges terrassant le dragon. Il donne également des conférences, il donne des interviews, etc. avec des tableaux qui se vendent des fortunes, des millions de francs de l'époque. Et il ne fait pas que de la peinture. À Ravenne, en 6h35, il va réaliser une mosaïque de 7452 pièces qui s'appelle Hommage à Odoacre. Odoacre du nom de ce soldat de l'Empire romain du 5e siècle. En 1900, on est en plein évidemment dans la mosaïque. En 1962, pour le musée des arts décoratifs, il réalise un monumental portail d'honneur, portail de 12 mètres sur 16, orné de 4 sculptures, avec un lit d'apparat de 4 mètres sur 7 surmonté d'un immense baldaquin. Et puis, il écrit toutes sortes d'ouvrages également. Il donne beaucoup d'interviews, il écrit des ouvrages où il théorise la fameuse abstraction lyrique. Ses œuvres portent toujours des titres liés à l'histoire. Vous comprenez pourquoi il nous intéresse tout particulièrement. Toutes les époques sont concernées. L'Antiquité avec le cycle, l'Antiquité, on va dire le haut Moyen-Âge avec le cycle d'Attila, le bas Moyen-Âge, vers la fin des années 50, il réalise une série hommage aux Templiers, avec notamment une œuvre intitulée La bataille de Tibériade, en référence à la défaite de Guy de Lusignan à Tibériade en 1187. Et puis l'époque moderne, pour un studio de télé de la rue Cognac-Jay, il peint le massacre de la Saint-Barthélemy accompagné par un batteur de jazz américain. Au début des années 60, il va réaliser la série des pompes et des supplices. Dans ces séries se trouvent l'écartèlement de François Ravaillac, assassin du roi Henri IV, l'entrée de Louis XIII et de la reine Anne d'Autriche dans Paris le 14 mai 1616, à leur retour de Bordeaux. Vous voyez des références directes à la grande chronique nationale qu'il connaît par cœur. Georges Mathieu, à l'époque, est au sommet de sa gloire. Les rétrospectives se succèdent et bientôt, vous allez voir, il entre carrément dans le quotidien des Français. C'est l'histoire du peintre Georges Mathieu qui est évoquée sur Europe 1 cet après-midi. Au cœur de l'histoire, vous le savez, c'est votre émission. Vous pouvez donc bien sûr réagir sur les réseaux sociaux et poser toutes vos questions à Franck Ferrand. Pour cela, rien de plus simple. Rendez-vous sur la page Facebook Au cœur de l'histoire ou bien sur Twitter avec le hashtag ACDH. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Georges Mathieu, le peintre aux multiples talents et surtout maître de l'abstraction lyrique avec une précision du geste sans pareil. Nous sommes en 1960 et donc il connaît un franc succès confirmé par les Français. Oui, et cette décennie des années 60 va être celle de la gloire, vraiment avec toutes sortes de commandes prestigieuses. Je vais parler de la rétrospective du Palais de Tokyo. En 63, même année, il réalise une fresque de 20 mètres sur 6 pour la Maison de la Radio, qui vient juste d'être terminée, le grand bâtiment rond. C'est Cocteau d'ailleurs qui l'a convaincu, qui lui a dit « Dans les musées, on ne sait jamais si les œuvres acquises seront toujours exposées. Aussi, les fresques, c'est plus sûr. » C'est bien vu, je trouve. Georges Mathieu cumule les projets. Il réalise des tapisseries pour les Gobelins, dont une pour l'Expo universelle de Montréal, vous savez, l'hommage à Nicolas Fouquet. Il participe à l'élaboration du nouveau village de Castelras, dans le midi de la France. Il dessine des plans d'une usine pour un industriel. On le voit faire des séries d'assiettes pour la manufacture de Sèvres. Et des affiches pour Air France également. Autant vous dire, vous imaginez, des affiches pour Air France, elles sont vues dans le monde entier. Il crée 18 médailles pour la Monnaie de Paris, dont certaines sont tout simplement somptueuses. En 73, il va concevoir pour l'Opéra de Berlin les décors de Barbe Bleue de Béla Bartók. Il réalise aussi des bijoux, enfin, etc. L'un de ses fans, si je puis dire, un des admirateurs du peintre, c'est le nouveau président de la République, Georges Pompidou, qui est d'ailleurs par ailleurs grand amateur d'art contemporain, vous le savez, avec son épouse. Alors, pour autant,
On pourrait croire que tout sourit à Georges Mathieu, ne croyez pas cela. Il est très loin de faire l'unanimité. En novembre 68, il y a même un incendie d'origine criminelle qui se déclare dans son hôtel particulier du 16e arrondissement et l'atelier est détruit à ce moment-là. Dans les années 70, il y a donc ces deux projets auxquels je faisais allusion tout à l'heure. D'abord, à l'issue d'un grand concours, il crée la nouvelle pièce de 10 francs en 1974. On a beaucoup parlé de cette pièce et c'est vrai qu'elle était spectaculaire. Léonard de Vinci ou Benvenuto Cellini avaient créé des pièces à la Renaissance. Eh bien, voilà maintenant Georges Mathieu qui crée sa pièce, réalisée, diffusée à plus de 660 millions d'exemplaires. Autrement dit, absolument tout le monde a un petit Georges Mathieu dans sa poche. Elle va rester 27 ans en circulation, hein, la pièce. Et puis, le 6 janvier 1975, les téléspectateurs vont découvrir le sigle de la nouvelle chaîne de télé, Antenne 2. Vous savez, la création d'Antenne 2. Et le sigle a été conçu, bien sûr, par Georges Mathieu. C'est peut-être sa réalisation la plus célèbre. Il sera utilisé jusqu'en 1983, ce logo, dont la genèse a été difficile. Hein. Je cite Marcel Julien, qui, à l'époque, présidait aux destinées de la deuxième chaîne. Rien ne va jamais, disait Julien. On est dérouté par la rapidité vertigineuse avec laquelle il travaille et ensuite par le long temps de méditation et d'indignation rentrée ou explosive qu'il s'accorde. Tout son comportement de haut fournisseur du roi signifie que l'art est simple au véritable créateur, mais que la technique est sotte même aux authentiques ingénieurs. Il s'ensuit des séances itérative dans la cabine maudite où, à l'en croire, les verts deviennent bleus, les rouges bruns, les jaunes gris. Bluffés et un tantinet goguenards, les techniciens se sentent dépossédés par le génie exigeant, eux qui se savent mettre des couleurs approximatives. C'est seulement la veille du grand jour que Mathieu donne son feu vert. Le 7 mai 1975, l'humour toujours de Marcel Julien, merveilleux Marcel Julien qu'on regrette tant. Le 7 mai 1975, à 54 ans, Georges Mathieu est élu à l'Académie des Beaux-Arts, 31 voix, 7 abstentions. Il va faire là-bas des propositions dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles font du bruit. Hein. Il voudrait rendre l'éducation artistique obligatoire dans tous les cycles de l'enseignement. Ce qui, d'ailleurs, petit à petit a fini par advenir, plus ou moins, me direz-vous. Il voulait remplacer le ministère de la Culture par une direction des Beaux-Arts, supprimer le Centre national des arts plastiques. Alors là, vous imaginez comme tous ses chers confrères sont ravis. Ou bien encore, restituer dans leur plénitude autonome les manufactures nationales. Autant de propositions qui à chaque fois levaient des bordées d'injures. C'était levé de boucliers à tous les étages, bien entendu. Georges Mathieu continue néanmoins, contre vents et marées, et parfois au milieu du brouhaha, à travailler énormément. Il peint, sculpte, réalise des médailles, des timbres, des affiches, la statuette de la cérémonie des 7 d'or. Rappelez-vous ce 7 très Mathieu, là, comme ça. Il écrit également, il est présent dans les musées du monde entier. Sa dernière grande exposition de son vivant est organisée en 2002 à la Galerie nationale du Jeu de Paume. Et donc, il disparaîtra 10 ans plus tard, à l'âge de 91 ans. C'était donc le vieux maître qui, à ce moment-là, s'éteint. Bonjour Serge Legat. Bonjour Franck. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Franck Prazan. Bonjour. Alors, vous connaissez par cœur l'œuvre de Mathieu. Vous allez exposer une grande toile de Mathieu là très, très bientôt ? Oui, nous allons montrer à la foire de Bâle dans une section qui s'appelle Unlimited, qui est consacrée uniquement au grand format. Un tableau monumental, une grande bataille. Ces tableaux auxquels vous faisiez référence, qui mesure 2,50 m de haut par 6 mètres de long, au mois de juin prochain. Et la bataille en question, elle a été réalisée en public, elle aussi hein, Elle a été réalisée en public en avril 1959 sur la scène du Fleischmarkt Theater, qui est le centre de la contestation de l'actionnisme viennois à ce moment-là, en public, sur une musique de Pierre Henry. Et la geste de Mathieu participe à l'œuvre d'art en tant que telle. Voilà, c'est ça, c'est ce que nous allons voir. C'est une forme de chorégraphie, disais-je tout à l'heure, que propose Georges Mathieu. Il n'y a pas que le résultat. Nous voyons, le résultat de ce qu'il a fait. Nous voyons encore la toile. Il faudrait avoir le film de la prestation, bien entendu, Serge Legat. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on a plusieurs documentaires où on voit le travail de Mathieu en train de se
créer. Et on voit à quel point d'ailleurs il a une science tout à fait extraordinaire. Vous parliez, Franck, de chorégraphie. C'est vraiment ça. On voit à quel point il prend possession de l'espace, à quel point il sait admirablement scénographier la façon dont il travaille face à toutes ces techniques nouvelles qui sont vraiment les bases de l'abstraction lyrique dont il est le grand-grand-père spirituel. Alors, on donne des noms de plus en plus au courant artistique à mesure qu'on avance dans le temps. Hein. Les noms d'abord ont été donnés par les historiens de l'art pour des périodes qui souvent étaient bien très antérieures, puis par les critiques pour des périodes récentes, et puis là maintenant ce sont les artistes eux-mêmes qui se donnent eux-mêmes leur nom d'une certaine façon. Je dirais que c'est un petit peu la caricature du XXe siècle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les ismes se multiplient. Je prends qu'un exemple, on parle de l'orphisme pour deux artistes, c'est-à-dire Robert Delaunay et Sonia Delaunay, à eux seuls constituent l'orphisme. Donc c'est vrai que, à mon avis d'ailleurs, c'est un peu ce qui déconcerte une partie du public, c'est cette sorte de multiplicité des termes. Pour ce qui est de Georges Mathieu, on va avoir plusieurs termes, puisque le terme général, ça serait l'art informel, on a l'abstraction lyrique qui est vraiment une chose essentielle, et puis le tachisme dont vous avez parlé. Alors nous allons dans un instant revenir sur les différentes étapes de ce qui a été un parcours entièrement voué à l'histoire, parce que je trouve que cette thématique est essentielle quand on parle de Georges Mathieu. Il était en quelque sorte la version picturale et plastique de l'historien. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Parcours du peintre Georges Mathieu qui est retracé jusqu'à 15h sur Europe 1 et pour en parler, Franck, nous sommes en compagnie du conférencier des musées nationaux Serge Legat et du marchand de tableaux Franck Prazon. Alors nous avons effectivement deux grands connaisseurs autour de cette table. Ce qu'on est en train d'entendre là, c'est la bande originale du film, d'un des films sur Mathieu. Le film de Frédéric Rossif est le plus, vous nous disiez, le plus spectaculaire d'une certaine façon. Moi je trouve que c'est surtout celui où on voit le plus l'artiste au travail, et c'est peut-être le moins polémique des films, puisqu'après on a des interprétations et on voit à quel point il y a un parti pris qui est aussi, à partir d'un moment, un parti pris de dénigrement par rapport à Mathieu. Le film de Frédéric Rossif, c'est vraiment la liberté du créateur, et avec un travail qui est un travail qui saute aux yeux. On voit, et entre autres, une des choses dont je crois on est absolument tous d'accord, c'est l'extraordinaire culture qui est celle de Georges Mathieu. Moi, c'est une des choses qui m'a profondément fasciné. On va parler de ce côté historique, hein. Je le mets un tout petit peu de côté là pendant une seconde. Il faut quand même que nous revenions à l'origine même de ce que c'est que cet art-là. Pour vous, à vos yeux, Franck Prazon, vous nous dites que Georges Mathieu est plus un artiste que simplement un peintre, hein. C'est un artiste complet, d'une certaine manière. Je crois fondamentalement que c'est le premier artiste total, c'est-à-dire qui s'incarne non seulement dans son expression plastique, mais qui vit son art au quotidien. J'ai eu la chance de le connaître, de son vivant, de lui parler, d'aller le rencontrer. Il avait une science, une culture abyssale, mais cette culture, elle était pour lui le moyen de mettre en œuvre son expression plastique et de la vivre. On parlait tout à l'heure des différentes formules qui ont pu être mises en œuvre pour qualifier la peinture. On oublie que Mathieu a été à l'origine de beaucoup d'entre elles, et très tôt après la fin de la guerre. Alors c'est toujours le paradoxe de parler d'un peintre à la radio, même si moi je crois absolument à cela. Ça fait travailler l'imaginaire, c'est formidable, mais il est évident que lorsqu'on parle de Velázquez ou de Gauguin, c'est un peu plus facile parce que tout le monde a plus ou moins à l'esprit ce à quoi ça fait allusion. Mathieu, il faut se rappeler ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas ou ceux qui nous rejoindraient. C'est le fameux logo d'Antenne 2 dans les années 1970, c'est cette pièce de 10 francs. Vous savez, ce sont ces espèces de grandes calligraphies. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose de calligraphique dans cet art ? On peut le dire, ça a été dit, c'est ce qui
aujourd'hui reste dans l'imaginaire, je pense, général au sujet de Mathieu, avec cette différence fondamentale, c'est que le signe chez Mathieu ne préexiste pas et ne définit rien. Il existe en tant que tel, en tant que signe plastique. C'est-à-dire que ce n'est pas un signe qui soit chargé de sens, en quelque sorte. Il n'a de sens que celui qu'on lui donne. Et il produit son propre sens. Voilà, c'est ça, voilà, exactement. Donc il y a quelque chose là il y a un lien avec le temps. La passion de Mathieu pour l'histoire trouve à s'exprimer aussi dans la manière qu'il a de peindre, c'est-à-dire que tout se fait dans l'instant, d'une certaine manière. Tout se fait dans l'instant, mais tout résulte ou est le produit de siècles de civilisations qui l'ont précédé, qui ont nourri à la fois son être profond et qu'il restitue en le moins de temps possible. Alors ça, il n'a pas été le seul à faire cela dans les années 50 et 60. La prestation, la performance font partie intégrante de l'art de cette époque, Serge Legat. Mais je pense que ce que l'on appelle performance ou happening, on peut vraiment dire que Georges Mathieu en est l'un des créateurs, oui, voilà, si ce n'est le point de départ absolu. Cette notion de ce travail qui se fait sur des scènes de théâtre, on en a parlé, qui se fait dans la rue. Donc il y a aussi cette notion du travail qui est un travail au grand jour devant tout le monde. Et puis de mise en scène, encore une fois, je reviens à ce terme, face à un public qui regarde l'œuvre en train de se créer. Là, on est totalement dans l'antithèse de ce qu'était l'atelier d'artiste où l'œuvre évoluait étape par étape. Là, on est dans quelque chose, et je pense qu'une des grandes ouvertures qu'apporte Georges Mathieu, c'est cette notion de la vitesse dans l'art. C'est vraiment une des choses capitales par rapport à son héritage. Pourquoi ces très grands formats? C'est quand même c'est assez étonnant. Moi, j'irai rapidement, je laisserai la parole à Franck Pazan, qui est beaucoup mieux placé que moi, mais je pense que ce qui est important, le grand format, on relève encore de la notion du défi en tant que tel. Réaliser une œuvre qui fait, on l'a dit, 4 mètres sur 12, etc., avec 800 tubes de peinture et autres, dans un minimum de temps, c'est aussi un défi à toutes les lois, et je pense que l'une des choses, moi, qui m'a beaucoup intéressé, c'est à quel point, à partir de 1947, Georges Mathieu, c'est quand même aussi un homme de la table rase, hein. On est aussi dans l'idée que notre héritage, entre autres l'héritage gréco-latin, est quelque chose qui maintenant doit être laissé de côté au niveau artistique, pas au niveau de la culture. On l'a dit, la culture est omniprésente, mais pour ce qui est de la création, on est passé à autre chose. Avec une volonté d'éclat, de lumière, pour pas dire de grandeur quand même. Revenons peut-être au grand format, Franck Pazan. De grandeur, c'est évident. On l'a souvent qualifié de grandiloquent. C'est, à mon avis, une erreur fondamentale dans la mesure où, justement, la mise en œuvre, le happening, ce qu'on appelait à l'époque le happening et qu'on appelle aujourd'hui la performance, participe de l'art et de l'expression totale de Mathieu. Le grand format, je crois qu'il est le seul, avec quelques autres très rares artistes de ce côté-ci de l'Atlantique, à s'y être colté. Vraiment, c'est le terme qui convient. C'est-à-dire physiquement se confronter au support. Alors que de l'autre côté de l'Atlantique, sachant que Mathieu a été le premier à faire venir les artistes américains à Paris. Il est assez franco-américain d'une certaine manière. Il est totalement franco. Enfin, d'abord. Il est français, mais il est très souvent aux États-Unis. Il fait venir des Américains. Il parle l'anglais couramment. Il a une licence d'anglais. Il a travaillé pour une compagnie maritime transatlantique. Il est le pont le plus direct entre les expressionnismes abstraits mondiaux et notamment l'expressionnisme abstrait américain, puisque dès la fin des années 40, il fait venir à Paris des grands artistes américains. Mais alors tout à l'heure, Carole nous demandait hors antenne, pourquoi toujours Jackson Pollock, et pourquoi jamais Georges Mathieu? C'est quand même étrange, ça. Alors jamais, non, pas du tout. Simplement, jamais, non, mais moins. Simplement, il faut repartir sur ce que nous disions tout à l'heure. Après la guerre, on fait table rase du passé. Les Américains sont les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Ils imposent leur modèle et donc à travers leur modèle, leur culture au reste du monde. Et ce qui était jusque-là et jusqu'au début des années 60 le centre non seulement du marché mais de la création artistique se retourne en faveur de New York. Et je dirais que nous en avons pâti jusqu'à encore très peu de temps.
Oui, donc là, c'est plutôt un prisme, d'une certaine manière, hein, le prisme je pense du marché de l'art et des grandes revues critiques, etc. Oui, et puis cette notion que vous dites, et que vous évoquiez très justement, qui est que New York doit devenir la plaque tournante de l'art moderne. Donc, on va privilégier systématiquement les artistes américains. New York doit supplanter Paris. Paris qui a été cette grande capitale au début du XXe siècle, et New York, dans les années 50, devient le point de fixation. Ça explique même, je pense que vous en serez d'accord, ce que j'appellerais même un ostracisme ou un ostracisme, je vais rester dessus, voilà, oui, c'est bien. Véritablement l'une des choses dont Georges Mathieu a souffert. Nous allons dans un instant essayer de définir ce courant qu'on appelle donc l'abstraction lyrique. C'est lui-même qui le définissait très bien. Vous allez voir, ça a l'air comme ça précisément assez abstrait, et en vérité, on comprend exactement ce qu'il voulait faire. Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, nous nous intéressons à l'artiste très complet Georges Mathieu, avec vous, Franck, avec le marchand de tableaux Franck Prazan, ainsi que le professeur à l'Institut d'études supérieures des arts, Serge Legat. Franck Prazan, vous nous le disiez tout à l'heure, bien connu à titre personnel. Quel genre de personne était-ce derrière le personnage que les médias renvoyaient, hein, cette figure avec cette grande moustache, ces tenues un peu voyantes? Très différent dans le privé, et je crois que c'est normal, puisque étant toujours en représentation à l'extérieur, il projetait une partie de son art à travers son personnage. C'était quelqu'un qui était, je l'ai dit, nourri d'une culture abyssale, qui aimait la restituer, qui aimait la partager, et qui avait une humanité totalement différente de celle qu'on voulait appréhender quand on s'intéressait à son personnage extérieur. Mais le personnage public, le personnage extérieur, agaçait beaucoup, Serge, il faut le dire. Hein. Ah oui, on peut trouver des phrases extrêmement assassines sur Georges Mathieu, mais je pense qu'en même temps, c'est aussi la rançon de la gloire à ce moment-là. Oui. Le personnage a quand même une image très narcissique, on parle de dandysme pour lui. Moi, il y a une phrase que j'ai trouvée, que je trouve d'une dureté totale. Un critique parle de lui en disant « le plus grand clown peintre depuis Salvador Dali ». Donc on associe et c'est aussi d'ailleurs injuste pour Salvador Dali que pour Georges Mathieu, puisqu'on ne voit plus que l'apparence des choses et on oublie le fond. Et ça, c'est le vrai problème, je pense, de ce qu'a été, dans les deux cas, de ce qu'a été totalement l'image de Georges Mathieu face à la critique et face au public. Alors, si on devait définir cette abstraction lyrique, je viens de le promettre à nos auditeurs à l'instant, Franck Prazan. D'abord, l'exécution, la rapidité, nous dites-vous, hein. L'abstraction lyrique, ça n'est pas effectivement qu'un terme vague que l'on a comme ça choisi pour chapeauter un ensemble de courants artistiques. C'est quelque chose que Mathieu a théorisé, mis en pratique et qu'il a légué à la postérité. Ça repose sur 4 critères qu'il a lui-même définis et mis en œuvre. D'abord, la primauté accordée à la vitesse d'exécution. Donc, le grand format à la vitesse d'exécution fait qu'on peut produire une peinture monumentale, comme c'est le cas donc de cet hommage au Connétable de Bourbon, en 40 minutes. Souvent directement avec les tubes, hein, faut dire. Avec les tubes, avec la peinture qui sort donc directement du tube, qui est projetée. On oublie aussi, par exemple, que Mathieu a été, et là ça n'est pas le produit de l'empirisme, il a été le premier à créer le dripping, dès 1945. En 2 mots, ce qu'est le dripping, hein, pour le... Alors, le dripping, c'est cette technique qui consiste pour un artiste à choisir un moyen qui met de la distance entre sa main et le support. Et la meilleure façon de projeter de la peinture sur un support lorsque la main ne la guide pas, c'est donc de la laisser couler sur la toile. C'est ce que, tout à l'heure on parlait de Jackson Pollock, Mathieu fait ça il ne le fait pas par hasard. Il le met en œuvre et il le théorise dès 1945 avec un tableau célèbre qui s'appelle Évanescence. Donc première chose, la vitesse d'exécution sur de grands formats. La vitesse d'exécution, surtout ce qui est très important et qui est difficile comme ça d'un point de vue intellectuel à mettre en perspective, c'est l'absence de préexistence de forme, quelle qu'elle soit. L'artiste se présente devant son support, la toile... Une forme de virginité. Absolument. C'est-à-dire, même s'il est le produit de sa culture, cette culture, au moment où il met en œuvre son geste plastique, doit avoir disparu. Donc il faut que les gestes soient en quelque sorte spontanés. Ils ne doivent pas être prémédités. Voilà, c'est ça. Hein. Ils sont guidé par une force extérieure que l'artiste recèle en lui. Il ne se présente pas en ayant une idée de ce qu'il va produire. Il produit en même temps qu'il pense sa production.
Mais ce qui veut dire donc une forme quasiment d'envoûtement, non? Il faut être en résonance avec quoi? Avec l'inconscient, avec le monde? C'est le 4e point de la théorie de l'abstraction lyrique, c'est-à-dire cette nécessité absolue d'un état second de concentration qui le fait presque s'abstraire, au sens plastique du terme, du monde qui l'entoure. On risque donc d'entrer dans une sorte de surabstraction, c'est-à-dire une abstraction coupée de tout pont coupé, si j'ose dire. Hein. C'est la problématique même de l'abstraction. L'abstraction, c'est ça, c'est-à-dire l'absence totale de référence à un sujet ou un support, au-delà même du geste et de la façon dont il crée. Sauf qu'il peut y avoir, si l'on peut dire, et pour simplifier, il peut y avoir 2 niveaux d'abstraction. Une abstraction qui, pour le spectateur, est totale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de référence à une figuration, comme son nom l'indique. Mais il y a une deuxième abstraction, en l'occurrence, qui est l'abstraction dans la création même de la tête du concepteur. Ça, c'est nouveau et c'est plus fort, d'une certaine manière. Et je dirais que c'est d'ailleurs une des choses qu'a pulvérisé Georges Mathieu, c'est tout ce qu'était le courant de l'abstraction géométrique. Voilà. Si on prend des gens comme Mondrian et le néoplasticisme au sens le plus large du terme, là, et j'irais même plus loin, d'une certaine façon, le cubisme aussi. On a vraiment le sentiment que là, on est dans une démarche qui est totalement aux antipodes, et c'est même un refus, en tout cas, de l'abstraction géométrique, c'est clair et direct. Et pourtant, un lien, un ancrage dans des références culturelles, et même, très souvent dans le cas de Georges Mathieu, historiques. Oui, historique, même mathématique, logique. Il y a vraiment, encore une fois, on a tous les trois déjà beaucoup évoqué les Capétiens, voilà. Votre hommage au connétable de Bourbon, la Saint-Barthélemy. Enfin, on a l'impression que les titres des œuvres de Mathieu, on dirait les titres de l'émission Cœur de l'Histoire. C'est quand même étonnant. Alors, c'est un sujet d'étonnement, c'est un sujet de polémique. Il faut savoir que les titres des œuvres de Georges Mathieu étaient attribués d'abord a posteriori, parfois par des tiers. Souvent par des tiers, et se réfère à l'histoire de France comme une façon d'avoir un nouveau repère dans le temps. Mais ça n'est pas la représentation directe de l'acte, de la scène, du moment auquel le titre rattacherait l'œuvre. Pas du tout. D'où lui venait cette fascination pour la lignée capétienne, pour les rois de France, pour la royauté d'une façon plus générale? Pour l'histoire, c'est quelqu'un avec qui on pouvait avoir une discussion approfondie sur pratiquement n'importe quel sujet des sciences humaines. L'histoire, la philosophie, les sciences comportementales, les langues. Évidemment, il est le produit de son histoire, donc il fait état de cette histoire, mais on pouvait discuter avec lui de n'importe quel sujet de façon extrêmement approfondie. Oui, il connaissait une vraie et puissante culture. Et si je peux me permettre, il y a une chose qui rebondit dans cette notion aussi des tiers qui peuvent aider à trouver les titres. Ça rappelle aussi, par exemple, les titres musicaux de certains tableaux de Whistler sont donnés par des amis musiciens de Whistler à la peinture de Whistler, comme plusieurs des sculptures de Rodin ont des titres qui sont donnés par les amis écrivains, poètes. Iris messagère des dieux, c'est typiquement une œuvre que Rodin n'a pas du tout créée avec cette thématique, mais le titre est venu et s'est imposé d'une certaine façon. Il y a aussi cette notion d'échange. Plus l'œuvre est abstraite et plus ça facilite ce type de processus, bien entendu. C'est ce qu'on appelle la modernité, ça, Serge Legat? Moi, je pense que Georges Mathieu est au cœur de la modernité. En tout cas, ces grandes périodes des années 50-60, on peut vraiment dire que Georges Mathieu est une figure tutélaire de cette modernité et essentielle. Vous l'avez, Franck Prazan l'a parfaitement illustré avec cette notion qui est la dualité face à Jackson Pollock. Moi, je rajoute aussi quelqu'un, parce que je trouve qu'on l'oublie très injustement dans la notion du dripping, c'est cet artiste d'origine ukrainienne qui travaillait aux États-Unis, qui est Janet Sobel, qui est vraiment aussi une figure très très importante. Et là, on voit à quel point la modernité est en marche. Alors c'est vrai que Georges Mathieu, eh bien hélas, de nos jours, on le met un petit peu presque sur le côté. On a l'impression que c'est un artiste qu'on place de façon latérale, alors qu'il est au cœur du débat. Et j'espère qu'on le montre aujourd'hui. Oui, mais nous allons relancer tout ça, je pense. Mais vous êtes encore bien mieux placé que nous, Franck Prazan. Votre galerie s'appelle Applica Prazan. Vous allez exposer l'hommage au connétable de Bourbon à Bâle du 14 au 17 juin prochain. Dans la section Unlimited, des grands formats, donc ça participe non seulement de l'actualité effectivement de Georges Mathieu, mais également, je dirais, du regard, peut-être à nouveau présent, que l'on porte sur son travail. Et puis il va y avoir à la rentrée de septembre prochain une belle exposition chez mon confrère Daniel Templon consacrée aux années dites graphiques, c'est-à-dire les années 60 et 70, où on va voir la continuité de l'œuvre de Mathieu qui nous amène jusqu'à une période finalement très récente.
Merci beaucoup à tous les deux. Vous nous avez fait rêver avec ces, oui. avec ces belles calligraphies, hein, n'est-ce pas Carole ? Et merci à la famille de Georges Mathieu qui est présente dans notre régie aujourd'hui. Nous allons dans un instant revenir aux origines de l'expression, une expression qui aurait pu très bien convenir au maître, se mettre sur son 31. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.